Alors bonjour, là, je pense qu'il y a tout le monde nous a rejoints pour ce premier petit déjeuner thématique de l'année qui a pour thématique Rêver la ville de demain et qui va nous être présenté par l'agence d'architecture et d'urbanisme Arte Charpentier. Et puis Anne, je vais vous laisser la main pour l'introduction si vous le voulez bien. D'accord. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Anne Brenac, je suis en mission de développement auprès d'Arte Charpentier. Et effectivement, je crois qu'on entame cette première série de petits déjeuners thématiques avec une thématique RSE et, excusez-moi, comment rêver la ville de demain d'après Arte Charpentier, en fait. Donc, très rapidement, on aura le premier point avec une présentation générale et l'activité recherche et innovation présentée par Yang. Ensuite, nous enchaînerons sur la gestion des eaux pluviales avec la publication de l'IVO, présentation faite par Nathalie. Ensuite, en troisième point, nous vous présenterons le projet du Centre de recherche et d'innovation de Danone, qui au passage, d'ailleurs, je vous le précise, a eu le prix coup de cœur du CIMI 2023. Et puis, donc ça, ce sera Alexandre. Et puis ensuite, nous attendons Sophia qui nous présentera le commerce de demain. Voilà, et puis après, on laissera peut-être 15-20 minutes pour des questions-réponses. On va essayer de tenir le timing. On a 1h30, je crois, au total. Hein. On ne vous entend pas? Excusez-moi, vous pouvez poser, c'est parfait, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure par message, comme ça je les poserai à la fin de vos interventions. Voilà. Génial. On commence? Oui, allons-y. On est bon, hein? Vous voyez notre écran affichage? Oui, c'est parfait. Oui. Super, super. Bon, merci à Julie et merci à Anne d'avoir organisé. Merci à toutes les personnes qui nous ont été organisé cette petit déjeuner enrichissant qui est sur transformer la ville, comment relever des défis de demain. Alors, Arte Charpentier, nous sommes une agence globale portée sur l'innovation et la recherche. Moi, je me présente Yang Liu, architecte urbaniste, responsable de l'innovation et du développement. Alors, nous sommes une agence, une grande agence internationale de 120 personnes, de 17 nationalités différentes. Nous réalisons des projets dans le monde entier. Notre siège est situé à Paris, dans le 12e arrondissement. Nous avons un bureau à Lyon. Nous avons une agence depuis l'année 2000 à Shanghai, en Chine. Et récemment, nous avons ouvert un bureau à Wuhan. Alors, nous réalisons des projets sur le territoire français, alors avec une concentration en Île-de-France et notamment dans la région parisienne. Alors, en termes de métier, nous sommes urbanistes, architectes, paysagistes, architectes d'intérieur et nous travaillons aussi dans la direction des travaux et project management. Alors, en termes de prix, donc récemment, nous avons plusieurs projets remportés des prix connus. Alors, nous pouvons citer le Centre international de recherche et innovation de Danone, qui a remporté le prix coup de cœur du jury pour le Grand Prix CIMI de l'année dernière. Donc, ce projet sera présenté par Alexandre. Il y a aussi le projet de Éclat à Palaiseau, c'est le plus grand co-living en Europe. Donc, ce projet a gagné le prix spécial Innovation et Usage dans la catégorie de habitat et logement de CIMI. Alors, en Chine, nos projets de rénovation à l'échelle urbaine ont aussi remporté de grands prix. Alors, pour le quartier de Zhifang, nous avons remporté le Grand Prix urbanisme de la ville de Wuhan et pour la province de Hubei. Et dernièrement, évidemment, il y a le projet de Silex 2 qui est situé à Lyon. Nous avons aussi plusieurs prix en 2022 et 2023.
Alors, RSE, donc nous travaillons dans le respect d'un positionnement RSE qui est fort. Également, l'année dernière, nous avons renouvelé les certificats de contrôle qualité ISO 9001 et 14001. Donc, notre philosophie, c'est autour de nos 4 métiers, architecture, design, paysage et urbanisme. Nous avons aussi des valeurs transversales comme la stratégie, la R&D, la responsabilité, empreinte carbone, le bien-être des habitants. Donc, on va essayer de travailler sur ces sujets transverses pour tous nos métiers-là. Alors, comment organiser interne? Nous avons d'abord défini ensemble notre vision et valeurs qui sont composées en 8 socles principaux. Ensuite, à travers notre stratégie R&D et RSE, donc ces actions viennent de supporter nos valeurs et visions. Alors, nous avons travaillé dans l'histoire avec différents types de clients, publics ou privés, français ou internationaux. Donc, vous pouvez vraiment trouver tout type de clients dans la chaîne de production de valeur immobilière de la ville. Alors maintenant, nous allons vous détailler un peu plus notre démarche d'innovation et développement. Alors, d'abord, notre stratégie sur recherche et innovation peut être illustrée par ces 3 mots-clés. La recherche qui représente organisation interne pour les actions de recherche interne. Ensuite, ça nous aide à valoriser ces actions-là en actions d'innovation. Toutes ces innovations-là, c'est pour répondre aux besoins du marché, c'est-à-dire le développement vis-à-vis de la demande du client. Donc, recherche, innovation et développement. Alors, chez nous, nous avons réalisé 2 types de la recherche et l'innovation. Alors, d'abord, la recherche pendant le projet est en lien avec une affaire. Alors, sur image qui est affichée en haut à droite, ce sont la recherche qu'on avait faite pour le projet Shift, qui est devenu le siège de Nestlé. Aujourd'hui dans le sud de Paris, à Issy-les-Moulineaux. Pour ce projet-là, nous avons fait une recherche sur la façade avec des lames en fibre de verre. Alors, pour ça, on a réalisé une maquette et on a transporté cette maquette en Suisse. Et on a fait un test dans un laboratoire pour vérifier si cette design pour améliorer l'ensoleillement de l'espace central de ce projet-là. Alors là, c'est le premier type de recherche et innovation en lien avec un projet. Nous avons aussi fait des recherches hors site, c'est-à-dire il n'est pas en lien avec un projet spécifique. Par contre, il y a toujours des questions qui reviennent pour un type de projet. Donc, nous avons décidé de prendre le recul pour faire une recherche sur une thématique. C'est l'exemple de projet de bien-être pour les habitants dans le cadre de projets de logement que vous voyez en image en bas à gauche. Alors, quels sont les axes principaux? Alors, aujourd'hui, nous sommes plus concentrés sur connecter des espaces urbains et le cycle du vivant. Alors, nous avons aussi fait la recherche sur la méthodologie des projets à étrangers dans le contexte de multiculturel. Alors, nous aimons aussi améliorer la performance énergétique. En interne à l'agence, nous avons une personne, Sophia, qui va vous présenter aussi le commerce de demain. Alors, nous travaillons aussi sur l'habitat et le tertiaire de demain. Alors, avec toutes ces actions de recherche et innovation, nous avons déjà publié 3 ouvrages. Donc, le premier qui est Livreau sur la gestion des eaux pluviales, qui sera présenté par Nathalie après moi. Pareil pour le bien-être des habitants dans le cadre de projets de recherche sur les logements. Alors, c'est une recherche qu'on a présentée aussi lors de l'Assise du logement en juin de l'année dernière. Et dernièrement, nous allons très prochainement publier la 3e recherche dans notre collection. Alors, ce sont un lexique sur le mot et conception des villes chinoises autour de la mobilité avec des projets urbains qu'on fait en Chine.
Alors, nous avons aussi une chaîne audio, donc Arc des Charpentiers. Si vous tapez ces mots-clés, vous allez nous retrouver dans ces plateformes. Donc, il y a plusieurs typologies. Donc, vous pouvez trouver des capsules de 2-3 minutes, écho de ville d'un garter, ou des rencontres. Ce sont des transcriptions des grands événements qu'on organise internes. Alors, sur cette dernière page de la première partie introduction, vous pouvez trouver tous les ouvrages qu'on a publiés, donc avec les QR codes, vous pouvez les retrouver en ligne et le consulter en détail. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Nathalie. Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler du livre qui est un travail de recherche que nous avons mené parce qu'il nous semblait qu'il manquait un outil pour faire comprendre très simplement à quoi ça sert de gérer les eaux pluviales de manière alternative, puisque en fait quand on gère ça avec des tuyaux, ça fonctionne. L'eau est un élément important dans la façon de travailler la ville en respect des enjeux environnementaux. Au même titre que le sol ou au même titre que la végétation. Et là, je vais zoomer plus particulièrement, effectivement, sur l'aspect eau. Alors, quand on parle de gestion alternative des eaux pluviales, on parle de quoi, en fait? Et comment faut-il s'y prendre pour s'engager dans cette démarche? Donc, ce livret que vous pouvez retrouver sur le site vous permet de voir en détail tout ce que nous proposons. Mais là, la question première, c'est pourquoi on fait ça, en fait. Donc, dans un premier temps, tout ce qu'on fait en alternatif au niveau gestion des eaux pluviales sert à l'environnement. C'est-à-dire ça permet de désengorger les réseaux et de recharger les nappes phréatiques. Ça permet aussi de nourrir suffisamment la végétation et donc quand un arbre est bien nourri en eau, il évapotranspire et donc il crée de la fraîcheur. Et ça permet également de lutter contre le ruissellement. Tout ça, on le fait effectivement pour l'environnement, mais on le fait pour le bien-être des humains. Nous, habitants des villes, nous avons besoin du végétal et de une gestion raisonnée de l'eau pour notre bienfait. Gérer en alternative l'eau, ça veut dire créer des espaces végétalisés qui vont être à même de mettre en présence l'humain avec le végétal pour aller dans le sens de la biophilie. La biophilie est un concept qui démontre que l'homme a intrinsèquement besoin du végétal pour se sentir bien. De nombreuses études ont démontré ce bienfait. Par ailleurs, effectivement, quand on a un sol qui est bien, qui reçoit la quantité d'eau nécessaire et un végétal pareil, on arrive à rafraîchir des espaces. La température ressentie peut être entre -2 à -8 degrés, ce qui n'est quand même pas anodin. Et enfin, gérer les eaux pluviales de manière alternative permet d'économiser sur des stations d'épuration qui vont être plus petites et ainsi d'avoir aussi des coûts de gestion moins importants. Donc ça veut dire que gérer différemment en alternatif, ça ne coûte pas plus cher, ça coûte plutôt moins cher au global. Là, deux aspects qui montrent effectivement ne pas faire, continuer à imperméabiliser les sols, continuer à stocker les eaux pluviales dans des bassins enterrés en béton, ce qui n'apporte strictement rien à l'espace que nous créons à l'extérieur, aucune qualité, pour ainsi dire. Par contre, à partir du moment où on gère les eaux pluviales avec des plantations, avec de la place laissée au sol, on permet d'avoir de l'évapotranspiration, un rafraîchissement de l'air et une purification de l'air également. Quand on travaille un sol perméable, on crée également des pièges carbone. Alors, quand on parle d'eau pluviale et de gestion alternative, ce qu'il faut savoir, c'est que toute surface touchée par l'eau est à utiliser pour
pour valoriser cette eau. Alors, je ne vais pas vous détailler tout le tableau qui est là, mais on a ici le cas de figure. Le premier endroit où l'eau touche le sol, ce sont les toitures. Et donc, la première intervention, effectivement, ce sont les toitures. Sur le tableau ici, on voit que, par exemple, avec une épaisseur de terre, un substrat de 20 cm, on arrive simplement par la terre et les végétaux à abattre, c'est-à-dire à éviter le ruissellement d'une pluie de récurrence de 6 mois. C'est-à-dire 20 cm de terre, on arrive à gérer la moitié de l'année en eau pluviale. Ce qui est déjà énorme. Ça permet de réduire les stocks, ça permet de réduire les dépenses, mais ça permet surtout de stocker ces eaux et éviter le ruissellement. Pour faire en sorte que cette eau qui tombe sur les toitures soit valorisée, plutôt que de l'emmener dans les réseaux à l'intérieur du bâtiment, en infrastructure, où là, elle devient juste un déchet à gérer, on trouve des solutions pour la gérer en façade et l'emmener au niveau du sol. Donc ça peut être des descentes d'eau qui sont valorisées esthétiquement en façade et qui nous amènent l'eau au niveau du sol, où là, elle peut alimenter les végétaux et enrichir le sol par irrigation. Enfin, quand elle est arrivée au sol, on a tout un système de solutions différentes qui permettent de la gérer. Par exemple, des noues plantés. Sur ce schéma, on voit que par exemple, on a un comparatif de prix. Une noue plantée simplement, on arrive sur 1 mètre cube d'eau stockée, on arrive à peu près 300 € le mètre cube stocké. Si on travaille avec des biefs, on arrive à 400 € le mètre cube. Si on fait l'équivalent en bassin enterré, on est plutôt à 900 € le mètre cube. Donc on voit bien qu'on a une différence d'échelle de dépenses qui va plutôt en faveur de la solution végétale. La solution végétale, elle a aussi l'avantage énorme de faire une expansion des espaces plantés. C'est-à-dire qu'on a des ouvrages hydrauliques qui ne sont pas seulement des ouvrages hydrauliques, mais aussi des espaces plantés susceptibles d'offrir aux habitants des usages différents. Ça peut être un parc, un jardin, qui ponctuellement va pouvoir stocker de l'eau. On peut aussi travailler une hybridation, c'est-à-dire avoir certes des espaces minéraux qui vont être nécessaires parce que c'est une place, par exemple, parce que on a une partie en parking, mais qui peut être travaillé en lien avec des espaces plantés. Par exemple, ici, on a un espace de jeu qui peut stocker de l'eau temporairement. Donc l'idée, c'est effectivement de mixer végétation et eau pluviale pour arriver à avoir des trames vertes et bleues qui vont structurer la ville. Alors justement, un exemple concret, l'écoquartier Victor Hugo à Bagneux, sur lequel nous travaillons depuis 10 ans. Quelques chiffres très rapides. On est sur 19 hectares, 2 lignes de métro, dont le Grand Paris Express qui arrive. La ville souhaite densifier, 3600 nouveaux habitants, 2000 logements neufs. Néanmoins, l'enjeu, c'est quand même bien de garder des espaces végétalisés. Et pour cela, on s'est appuyé sur une trame verte d'espaces verts existants que nous avons reliés entre eux afin de créer cette trame qui innerve l'ensemble de la ville. La voici illustrée, effectivement. Et ce que vous voyez sur les schémas à droite, c'est quand nous avons commencé à travailler à 10 ans, on avait des lots très grands, des macro-lots. Puis notre travail a permis de rendre cette ville perméable, à la fois perméable au cheminement piéton, mais perméable aussi par le travail sur le sol et la trame verte. Vous voyez ici un petit schéma qui vous montre qu'au démarrage, nous sommes partis avec 25% de terre perméable. À la livraison finale du quartier, nous serons à 27% de terre perméable. C'est-à-dire, c'est juste 2% en plus. N'oubliez pas les 3600 nouveaux habitants et les 2000 logements dont j'ai parlé au début. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi à rester équivalent et à renforcer la perception du végétal en rendant public des espaces qui au départ étaient privés. On peut commencer de manière très modeste sur un projet de ce type.
Le premier chantier que nous avons mené, c'était simplement une noue que vous voyez ici, avec une noue plantée qui permettait de gérer les eaux pluviales et qui a permis avec la ville de tester ce dispositif et voir si c'était pérenne dans le temps. Donc là, vous voyez en fait cette noue qui a été végétalisée et qui a permis d'étendre les espaces plantés. Voilà le résultat au bout de 2 ans, avec une présence de nature plus sauvage, tout en restant maîtrisée, et qui donc donne également une esthétique un peu différente à la ville. Là, je zoome sur un quartier, le quartier théâtre dans l'écoquartier de Victor Hugo. Le théâtre est ici. On voit en bleu tous les dispositifs qui ont été mis en place. Donc, on a ici un parc sur lequel on a travaillé une désimperméabilisation. Ici, on a un jardin de pluie. Là, on a des systèmes de noues. Là, on retrouve un jardin de pluie. Donc, on a démultiplié les systèmes avec en jaune tous les espaces désimperméabilisés, à la fois dans le traitement de sol ou dans le traitement des cheminements. Un élément important, quand on a un espace minéral, qui là est une esplanade devant des logements, on travaille sur le nivellement pour faire en sorte que l'eau aille vers le végétal et que le végétal puisse jouer pleinement son rôle de rafraîchisseur urbain. Ici, on voit le jardin de pluie, qui est un vrai espace planté qui participe du parc et qui joue son rôle de régulateur des eaux pluviales. Là, on a une noue qui se connecte en linéaire sur le parc à la plantation, et ici, quelques temps plus tard, où on voit que c'est un espace végétal essentiellement, mais qui joue ce rôle de régulateur des eaux. Une autre noue dans l'espace public au moment de la plantation, et quelques temps plus tard, à nouveau un espace végétal qui récupère les eaux pluviales de voirie par ce système de bordure espacée. Gérer les eaux pluviales, c'est aussi désimperméabiliser, avoir un maximum de sol perméable. Ici, on est sur un parking dont les places ont été traitées avec un mélange qui permet d'accueillir le végétal et de rester perméable. Autre espace, c'était une dalle de parking entièrement imperméable que nous avons travaillé pour créer des jardins partagés. Enfin, la place des gares, qui est un espace très contraint avec de nombreuses infrastructures dessous. Il n'empêche que c'est possible de travailler la gestion alternative des eaux pluviales par différents systèmes, jardin de pluie, espace de stockage de l'eau au pied des arbres. Donc même un espace contraint permet de travailler cette méthode alternative et permet également de générer des subventions de la part de l'agence de l'eau. Un exemple, enfin quelques exemples de ces espaces végétalisés sur la place des gares. Et enfin, tous ces espaces que je vous montre servent à gérer les eaux pluviales. Je vous défie de me dire que ce sont des espaces de gestion des eaux pluviales, parce que nous avons bien affaire à des espaces verts et une expansion de la trame verte. Je vais laisser la parole à Alexandre pour le projet d'Anne. Bonjour à tous, donc, je suis Alexandre Manval, architecte, chef de projet chez Arte Charpentier, et je me suis occupé du projet Danone à Palaiseau. Donc il y a environ 15 minutes pour décrire 5 années d'aventure avec Danone. Alors voilà, ça c'est le résultat au bout de 5 ans. Tout a commencé en 2018, quand le groupe Danone a décidé de quitter le site qu'ils occupaient à l'époque, à Palaiseau, pour construire un nouveau centre de recherche et innovation. Rapidement, pour plusieurs raisons, leur activité avait évolué, le bâtiment était un peu désuet. Voilà, ils avaient l'intention de rester sur le site de Palaiseau, mais de construire un nouveau centre de recherche beaucoup plus compact et organisé différemment.
le site d'origine représente environ 10 hectares et le site cible 1 hectare. Donc on a un site beaucoup plus compact avec un programme assez complexe. C'est le petit rectangle rouge que vous voyez sur le plan masse. Donc on est situé sur le cluster scientifique du plateau de Palaiseau, de Gif-sur-Yvette et de Palaiseau, qui est un site qui regroupe beaucoup de centres de recherche, d'universités, d'écoles, l'école normale supérieure, l'école polytechnique qui est située pas loin. Donc il y avait aussi la volonté du groupe de rester sur un site à forte concentration de bâtiments de recherche universitaires et autres. Voilà. Alors rapidement, au niveau du montage d'opération, on a démarré il y a 5 ans avec un promoteur qui devait louer le site à Danone et pour différentes raisons d'organisation, de programmes très spécifiques, finalement, on a traité directement avec l'administration du groupe Danone. On a construit directement avec Danone pour Danone. C'est-à-dire qu'en gros, l'administration a porté l'opération en son nom propre et a traité directement avec nous. Je parle de ça parce que c'était très intéressant dans le sens où on a travaillé avec chaque entité du groupe sur sur le programme spécifique. Là, le plan masse. Donc, la volonté du groupe, à l'origine, était également de construire un bâtiment beaucoup plus écologique, bas carbone, avec toutes les certifications possibles et inimaginables. Donc, assez rapidement, on s'est dirigé vers une opération en structure bois, biosourcée, pour respecter justement la cible bas carbone, avec tout un tas de dispositifs, des panneaux photovoltaïques en toiture terrasse, tout un jeu également, comme bien expliqué Nathalie, de noues et de bassins pour récupérer et traiter les eaux pluviales. Donc, premier point, c'est l'environnement. Et deuxième point, c'est un bâtiment qui regroupe beaucoup de services différents, des services administratifs, des services de physique, des services de chimie, des services agroalimentaires. Et l'idée dans ce bâtiment était de créer un espace commun, un grand espace commun qui permettrait à tous ces services qui étaient plutôt diversifiés et qui étaient plutôt sur un plan horizontal de se retrouver dans des espaces qui permettent d'avoir des échanges de friction entre les différentes entités. Le bâtiment que vous voyez à droite, avec le cercle, c'est également un centre de recherche pour le laboratoire Servier. Alors ça, c'est la finalité de l'opération. Donc on a tenté de traiter de manière homogène et uniforme un bâtiment relativement compact et homogène qui, en son sein, regroupe des activités complètement différentes. On a des bureaux, on a des laboratoires de biologie, on a des laboratoires de physique, des laboratoires de chimie. Il y a une grande zone dite pilote, c'est-à-dire une zone où ils proposent des nouveaux produits. Tout est concentré sur 2 départements, l'eau et le lait. Associé à cette zone pilote, il y a des zones de test où ils testent des chaînes de fabrication de produits. Donc c'est une zone pilote qui produit des faibles quantités de matière qui sont ensuite testées et suivant le résultat des tests, ils produisent ensuite en grande quantité sur des sites de production. Donc c'est un bâtiment de recherche et d'innovation internationale qui regroupe les études pour l'ensemble de la production Danone. Voilà. Là, par exemple, sur ce plan-là, on voit un petit peu la diversité des activités. Il y a des laboratoires, des food tests, des laboratoires de recherche, des laboratoires de physico-chimie. Il y a toute une zone, en partie centrale, c'est la zone commune, une grande plaza dans un grand volume, justement avec un système de distribution de coursives, de rassemblement pour tenter
de créer de la friction et de créer des échanges entre tous les services qui, au préalable, étaient parfaitement, je dirais presque étanches les uns par rapport aux autres. Donc, on a travaillé avec chacun des services pour établir les besoins, la répartition dans l'espace des différentes fonctions. Sur la gauche, sur le plan masse, on voit en fait deux choses. On voit sur la partie gauche, c'est la desserte sur l'avenue principale. Et un bâtiment de recherche, ça nécessite beaucoup de livraison de matières et de produits, faire tourner la machine. Donc sur la gauche, c'est l'entrée du personnel, l'entrée des visiteurs. Et sur la droite, alors on ne le voit pas trop parce que c'est masqué par le paysage, c'est une grande aire de livraison pour les livraisons quotidiennes de matières premières pour faire fonctionner la zone pilote et tous les laboratoires de recherche. Voilà. Donc là, on voit sur cette coupe, de gauche à droite, à gauche, le hall d'entrée qui dessert l'ensemble du bâtiment. Et on voit que tout le niveau rez-de-chaussée est de plein pied. C'est-à-dire qu'il y a la zone de test pilote, il y a la zone importante de stockage des matières qui viennent alimenter cette zone pilote, et la zone de livraison sur la droite qui se trouve, qui est située au même niveau. La zone de stockage, c'est une zone très importante. Il y a par exemple, des centaines de mètres carrés de chambres froides qu'on a conçues et qui stockent en fait les ferments lactiques qui leur permettent de produire leurs différentes sortes de yaourts. Et il y a comme des millésimes, il y a des ferments de chaque année, depuis les années 40 jusqu'à voilà, c'est pas du vin, mais c'est du ferment plutôt lactique qu'alcoolique. Et c'est très important de les conserver parce que c'est la mémoire des produits. Il faut savoir qu'à l'origine, les yaourts produits étaient vendus en pharmacie et non pas en supermarché. Voilà. Et donc, on voit sur cette coupe schématique donc différentes fonctions. Au-dessus du hall d'entrée, il y a toute une partie, je dirais, plus tertiaire, associée au labo, mais vraiment du tertiaire. Et en violet, c'est la grande zone, justement, la grande zone commune, le grand espace, espèce d'agora, la place du village, sur lequel tout le monde peut se retrouver, échanger, circuler. Et cet espace est couvert par un dispositif de shed assez traditionnel, mais qui permet d'avoir une lumière diffuse avec des panneaux vitrés sur la partie nord. Donc, c'est des espaces qui sont clairs, qui sont bien éclairés, mais qui n'ont pas d'apport solaire direct. Voilà, une petite coupe schématique où on voit justement les différentes fonctions. Donc, toute la partie inférieure qui intègre tout le process de fabrication, donc ce qu'ils appellent la zone pilote, qui, elle, est traitée sur une grande hauteur et qui, elle, est traitée de manière pour des raisons de respect des normes agroalimentaires, on est plus dans des espaces minéraux que bio. Enfin, en gros, on est plutôt en béton qu'en bois, quoi, pour des questions de respect des normes agroalimentaires. Par contre, au-dessus, voilà, on voit ce grand espace couvert par des sheds, distribués par des coursives périphériques. Et là, on a tout traité en bois. On a des poteaux bois, on a des planchers bois, on a du faux plafond acoustique en bois. Parce qu'indépendamment de l'aspect environnemental, l'objectif était également d'améliorer sensiblement le confort des différents utilisateurs. Et ça paraissait assez logique d'utiliser ce matériau bois pour également traiter le confort intérieur dans les bureaux. Et même dans les labos, on a pu avoir le matériau bois apparent. Voilà. Un autre aspect également important, ce sont les visions et les transparences entre les différents espaces. Dans leur bâtiment d'origine, chaque espace était bien cerné et assez clos. La zone pilote était dans une zone précise qui était confinée, protégée des autres zones. Dans notre projet, on a réalisé des transparences
entre le fonctionnement de la zone pilote et puis l'extérieur. Donc la photo de gauche, on est sur la voie publique finalement, on est sur un espace public où n'importe qui peut circuler et avoir une vision de ce qui se passe dans ce bâtiment. Un peu comme si on ne voulait pas cacher une cuisine dans un restaurant ou un espace de process d'une zone industrielle. Et ça, c'est assez nouveau parce que dans l'industrie, ils sont assez frileux, ils sont assez protecteurs, et ils se sont dit finalement, les cuves en inox, ça montre pas la formulation du produit, mais ça montre juste qu'on est propre et qu'on fait, qu'il y a un process spécifique. Donc il y a des jeux de transparence comme ça sur l'extérieur. La zone pilote fait quand même 70 mètres de large et elle est éclairée sur les deux façades principales. Là, on est dans des espaces communs de circulation, dans cette grande agora, et on a des panneaux vitrés justement au niveau intermédiaire, dans la grande hauteur qui définit la zone pilote, des panneaux vitrés qui permettent tout simplement d'avoir sur un circuit de visite des visions depuis des espaces communs, des espaces anodins, je dirais, une vision sur cette zone pilote qui est plus protégée, plus propre. Vous rentrez dans cette zone en franchissant des sas, en mettant des charlottes, des surbottes, etc. Et donc, on peut avoir une vision pour des personnes qui ne sont jamais rentrées dans cette zone, qui ne rentreront peut-être jamais, mais ils peuvent voir au jour le jour le fonctionnement du centre de recherche. Donc ça, c'était assez nouveau et c'était une demande express de la direction. Donc voilà, l'environnement et la transparence et les frictions entre les différents services. Là, on est par exemple sur la photo de gauche, on est sur un espace de circulation commun d'un côté qui dessert une zone laboratoire d'un autre côté. Et donc, également, la fonction et l'intention d'avoir des transparences de vision entre ces différentes fonctions. Il faut savoir que dans le bâtiment précédent, les laboratoires étaient également confinés, protégés des parties communes. Et finalement, les gens ne connaissaient pas trop le fonctionnement des autres zones. Chacun était un peu dans sa bulle. Il y avait une équipe qui s'occupait de la biologie moléculaire, une équipe qui s'occupait de la physique et de la chimie. Et ils ne se rencontraient jamais parce que c'est des domaines très différents. On a tenté par ce bâtiment et par cette création d'espaces communs de permettre et d'accentuer le dialogue, la communication, les échanges entre les différents services et d'avoir des conditions de travail qui soient plaisantes pour le groupe. Voilà, donc là, cet atrium, il est également sujet à des présentations, à des conférences. Il y a tout un jeu de gradinage qui part du rez-de-chaussée au premier jusqu'au deuxième étage, qui permettent d'avoir des postes de travail éphémères, d'avoir des réunions, des présentations, etc. Donc là, on a une vision de cet espace-là. Alors sur votre gauche, assez spécifique, il y a un triplex panoramique, donc des ascenseurs en verre, qui dessert tous les niveaux, du rez-de-chaussée au quatrième étage, en structure bois. Ce qui n'a pas été facile, parce qu'avec les ascensoristes et la structure bois, il y a la dilatation du bois qui n'est pas toujours compatible aisément avec les contraintes d'ascenseur. Et le grand panneau blanc que vous voyez, Danone Research Innovation, c'est un panneau, c'est un écran de télévision finalement, sur lequel ils peuvent présenter leur travail. Voilà, ça c'est le hall d'accueil, le hall d'entrée, les contrôles d'accès, où on voit justement ce jeu de bois, indépendamment de la structure bois, des poteaux bois, des planchers bois, la charpente bois. On a également du plaquage bois sur les gradins, des faux plafonds avec des lattes de bois, pour traiter l'acoustique et pour apporter globalement une ambiance, je pense, on a tenté, une ambiance plutôt chaleureuse et agréable pour l'ensemble des visiteurs. Ça va au niveau timing, je suis... Très bien, ouais. Je suis bon. Voilà, des espaces extérieurs également.
Donc là, on est sur une terrasse qui s'ouvre depuis le restaurant du centre. Et cet espace végétalisé, qui est au même niveau que la plaza, au 2e étage, vient recouvrir la zone de stockage de la zone pilote. Oui, je peux peut-être en dire plaisir, quelques mots. C'est qu'effectivement, en fait, tout le bâtiment, je reviens sur la question de l'eau, tout le bâtiment gère les eaux pluviales, à la fois sur les toitures, sur la terrasse qu'on voit là sur la photo de gauche, et dans le jardin qui est au rez-de-chaussée, qu'on voit sur la photo de droite, qui gère les eaux pluviales. Mais une fois de plus, comme vous pouvez le constater, c'est traité comme un jardin. Ça n'est pas un bassin technique, c'est un jardin travaillé en creux qui permet d'accueillir les eaux pluviales et qui permet d'accueillir les usages des salariés qui profitent de ces espaces. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est pas commun, c'est que sur la photo de gauche, on est au-dessus d'une zone vraiment de process, une zone industrielle qui habituellement n'est pas traitée de manière paysagère et qui là, sur ce projet, est traitée de manière paysagère avec des prolongements extérieurs, avec une accessibilité possible des utilisateurs sur cette zone. Voilà, là, une vision plus générale du hall d'entrée, donc un espace vraiment généreux. On a été nous-mêmes agréablement surpris par la très bonne acoustique du lieu. Ce qui n'était pas évident parce que c'est un peu hall de gare, c'est un espace symétrique, donc c'est pas facile. Les sheds ont beaucoup participé à casser la réverbération. Les coursives jouent également leur fonction de piège à son avec des façades qui sont en deuxième partie. Donc il y a des jeux on vient casser la réverbération. Et globalement, il y a une très bonne acoustique. Là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand il y a 200 personnes qui sont sur les gradins, qui écoutent une conférence, on entend pratiquement le conférencier, ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup. On passe au 3e présentation. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité de présenter nos travaux. Donc moi, je suis Sophia Verguin, je suis architecte de formation et je réalise actuellement une thèse sur la question du renouvellement urbain des centres commerciaux. La dernière phase de cette thèse. Aujourd'hui, donc, je vous parle d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur à l'agence parce que d'abord, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plus d'une quinzaine d'années. On avait notamment répondu à un petit article dans la revue Sites commerciaux en 2009 qui nous demandait quel est l'avenir du centre commercial de demain. Et on est assez cohérent par rapport à notre vision de 2009 puisqu'on disait déjà à l'époque qu'on cherche à créer de l'unité urbaine et de la mixité fonctionnelle. Il y avait tout un tas d'autres architectes urbanistes qui étaient intervenus, qui avaient répondu nous on veut un centre commercial vertical, voilà, d'autres potentialités. Mais là, on voit que ça rejoint des préoccupations actuelles. Je me permets de regarder l'heure pour pas trop dépasser. C'est un sujet sur lequel on intervient publiquement depuis quelques temps. On est intervenu sur France Inter, sur Europe 1 plus récemment parce que c'est un sujet hautement d'actualité. La dernière peut-être annonce en date, c'est celle d'Olivia Grégoire avec Christophe Béchu sur la question de la transformation de ces zones avec tout un plan qui est en train d'être lancé. Il y a bien sûr aussi le programme Action Cœur de Ville 2, donc, qui s'intéresse aux entrées de ville plus particulièrement et sur lesquelles, du coup, la question des zones d'activité commerciale est prégnante. Et donc, le constat qu'on fait à l'agence, qui rejoint un constat plus général, c'est qu'on a une diversification de nos comportements d'achat, on le voit avec l'e-commerce notamment. On s'attendait avec le confinement que finalement il y a un vrai basculement et un changement complètement de cap sur ces modes de consommation.
En fait, dans les observations, on se rend compte que les gens ont besoin et souhaitent revenir dans les espaces de commerce. Le terme qui est souvent employé lorsqu'on travaille avec nos différents interlocuteurs, c'est la question du lien social, comment le commerce peut faire un lien social, peut être acteur de ce lien social. Mais en même temps, pour autant, ça pose des vraies problématiques, le commerce sur le territoire français, de par toute la logique expansionniste qu'il y a eu depuis les années 70-80. Le modèle français est un peu différent du modèle américain, mais si on le résume, et on le connaît toutes et tous, mais on a un hypermarché auquel a été accolé souvent des galeries marchandes, et progressivement, par effet d'ancrage, c'est-à-dire donc de gestion du flux, on est venu accoler toute une série de boîtes commerciales. Cette question du flux, elle est fondamentale lorsqu'on s'intéresse au commerce, puisque la question qu'on se pose en permanence, c'est est-ce qu'on crée un commerce de destination, c'est-à-dire que est-ce qu'on décide d'aller à tel endroit pour une raison particulière, ou est-ce qu'on s'implante sur un parcours d'usagers. Typiquement, ce sont les commerces qui sont implantés et rattachés aux gares. Voilà. Pour autant, là, nous, on met un peu de côté ce type de commerce-là, ou le commerce en centre-ville, qui est pourtant une question absolument essentielle, mais parce que les études nous montrent que là où il y a le plus de vacances commerciales aujourd'hui, ce sont dans les centres commerciaux. Pas dans les zones commerciales qui fonctionnent plutôt très bien avec un taux de vacances assez bas, mais dans les centres commerciaux, il y a un vrai problème. Ça n'attire plus, il y a beaucoup de vacances, on ne sait plus comment renouveler, et en plus, on a des questions écologiques majeures aujourd'hui qui viennent percoler, infuser cette question du commerce. Pourquoi? Pour les questions d'artificialisation des sols, évidemment, mais aussi pour des questions plus consuméristes, voilà, qui posent la question de la reconversion de ces sites-là. Et on voit qu'on a plusieurs acteurs autour de la table qui font intervenir sur ces cellules commerciales vacantes des espaces pour du commerce de seconde main, etc., et qui essayent de traiter cette question-là dans leur projet. Donc pour nous, on a 3 types d'interventions possibles sur le commerce. Alors, donc là, je vais peut-être dézoomer un peu avant. En fait, ce qui nous intéresse souvent, c'est de dire, bah, voilà, on pourrait développer un peu des curseurs sur ces sites-là pour réfléchir avec les différentes parties prenantes à l'implantation ou le renouvellement de ces sites. Donc, la question de l'imperméabilité de la porosité, la question mono-usage mixité, la question de l'étalement ou de la compacité, etc. Et donc, tous ces sujets-là, on les traite selon 3 types d'échelles. Une échelle qui est l'échelle de l'adaptation au sein principalement du mail commercial travaillé sur les cellules, etc. Une échelle qui est celle de la transformation du site, donc on va dire centre commercial, parking, et une échelle qui est celle du renouvellement. Donc là, on traite plutôt à grande échelle la zone commerciale dans son entier. Et pour nous, ce ne sont pas des étapes complètement indépendantes. Les unes peuvent être les ingrédients des autres. Typiquement, pour faire de la mutation à grande échelle sur un site, c'est intéressant de traiter la question de l'adaptation à plus petite échelle. Donc, on met en place un certain nombre d'outils et de méthodes sur lesquelles on travaille à l'agence pour renouveler ces sites-là. Donc, pour ça, par exemple, on cherche à faire quartier et on s'attache de manière très importante à travailler la question de la co-conception, de la co-construction et de la concertation sur nos sites. Pour nous, finalement, on a envie, et on a eu l'opportunité, avec des maîtrises d'ouvrage qui nous ont soutenus dans cette démarche-là, de réfléchir à la question du développement durable sur ces sites selon les 3 piliers principaux du développement durable. Et donc,
dont l'un d'eux est évidemment la question sociale. Et donc pour nous, travailler la concertation à différentes étapes du projet, c'est aussi réfléchir à ce pilier-là du développement durable. Alors, pour ce faire, donc, on met en place à plusieurs étapes du projet importantes des ateliers de concertation que Nathalie a plus particulièrement développé, notamment avec sa démarche sur Bagneux, et qu'on a réalisé sur des sites commerciaux. On fait un travail à la fois d'analyse et un travail aussi de discussion autour, discussion autour de la perception même du site. Parce que nous, on n'a pas l'historique de ces sites qui sont souvent très chargés pour les usagers, les commerçants et les différentes parties prenantes. Et puis après, on fait des propositions de projets qu'on présente. Et donc, par un système de va-et-vient, on va pouvoir faire évoluer le projet. Pour nous, c'est essentiel lorsqu'on lance ce type de démarche de considérer que la durée du projet, le planning, est une donnée absolument fondamentale et donc il ne s'agit pas d'étirer cette démarche-là dans le temps aux dépens du projet. Ça, c'est quelque chose qui nous est fondamental. Donc, on avance, on continue d'avancer en même temps qu'on fait ce type de démarche. Et parfois, on va à des échelles beaucoup plus fines d'accompagnement avec les usagers, puisque, par exemple, là, c'est un exemple à Bagneux, on a réalisé avec les habitants du site du mobilier pour ce site-là. Donc ça, là, on va jusqu'à la co-construction. Pour nous, faire quartier sur un centre commercial, c'est bien sûr s'implanter par rapport à l'existant, connaître finement le site dans lequel on s'implante, finalement rentrer en relation avec ces sites. Alors là, par exemple, on a travaillé sur un centre commercial avec des logements à Bourges, dans le centre de Bourges, où l'idée, c'était de venir retisser vraiment la trame urbaine existante avec un projet actuel. On vient aussi travailler la question de la densité, question fondamentale, très complexe sur les hyper et les commerces de manière plus générale, en tout cas ceux qui ont été construits à partir des années 80, donc la majorité de ceux qui nous concernent, parce que souvent on a des questions de structures porteuses et donc de mise en place assez lourde. Pour autant, c'est pas quelque chose qui est impossible à mettre en place, mais la particularité ou la difficulté qu'on peut avoir dans le commerce, c'est toujours la question du suivi de ces sites sur le long terme. Si je reformule ce que je suis en train de dire, c'est le fait que le site continue de fonctionner. Voilà, continue de fonctionner pendant le déroulement du projet. Donc ça, c'est une notion, quelque chose qu'on essaie de traiter finement et auquel on fait très attention parce que c'est très important pour nos différents interlocuteurs. Donc là, c'est un projet en Île-de-France où l'idée était de venir redensifier avec des logements en superstructure d'un centre commercial. Et aussi d'ouvrir une voie, puisque c'était un centre commercial très compact, et donc on revenait ouvrir la voie et créer du lien par rapport au paysage plus étendu. Pour nous, il y a aussi la question importante, là on est toujours en Île-de-France, mais sur un autre site, d'utiliser les espaces comme des opportunités donc dans cette logique d'adaptation, notamment au travers de la question de l'urbanisme transitoire. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour venir recomposer pendant des temps donnés ces projets et continuer à les faire vivre. Une deuxième notion qui est très importante pour nous, c'est bien sûr la conquête du périurbain, finalement le recyclage, si on peut employer ce terme-là, de ces zones-là, en prenant en compte le plan climat et la démarche de la zéro artificialisation nette. Donc, comme on le sait, il y a beaucoup de particularités à la loi climat et notamment aux ZAN qui ont
restreint particulièrement la création de zones d'espaces commerciaux. Donc, interdiction de construire de plus de 10 000 m². Donc, de fait, une réadaptation très conséquente. Bon, il s'avère que lorsqu'on discute avec nos différents interlocuteurs, le ZAN n'est pas forcément une contrainte. C'est une opportunité, mais aussi parce qu'on était arrivé à une surcapacité des surfaces de vente dans le commerce. Donc, il y avait déjà des logiques de mutation qui étaient en cours. Mais on va dire que c'est un accélérateur de ce processus-là. Et là, du coup, lorsqu'on travaille ces questions-là, on travaille beaucoup la question du phasage de ces espaces, en considérant que le commerce sur des sites où il y a encore de la vitalité commerciale peut continuer d'être vecteur de flux, et donc on va pouvoir s'implanter sur ce flux du coup créé par le commerce. Là par exemple sur l'image de gauche, la grande tache bleue, ce n'est pas un lac, parce qu'un jour on nous a fait la réflexion, c'est une toiture d'un centre commercial hypermarché, et en fait l'idée c'était de venir d'abord retravailler les abords, les rendre plus attrayants, attractifs, etc., pour plus tard, dans un second temps, venir retravailler cette grande poche commerciale extrêmement artificialisée, étalée et très peu dense. Sur l'image de droite, vous avez une proposition qu'on a faite à côté de Lyon, un travail qu'on a fait à côté de Lyon, où l'idée c'était de venir transformer une autoroute en boulevard urbain. Et donc de venir retravailler ces franges liées à un hypermarché. Là, c'est un travail qui a été fait plutôt sur donc, toujours cette question de phasage, et un travail plus particulier sur les loisirs. On sait qu'aujourd'hui, la question du loisir est très importante pour venir diversifier le type d'actifs et de programmes des centres commerciaux. Il y a des acteurs qui se sont un peu spécialisés là-dedans. Je pense par exemple à la compagnie de Salzbourg qui dit maintenant, bah voilà, sur leur site, ils vont réaliser 40% à peu près de loisirs pour 60% de commerce. Et pour eux, c'est un générateur aussi de flux. Le travail qu'on fait concerne également bien sûr les mobilités. Souvent ce sont des sites qui sont enclavés, tournés sur eux-mêmes. Ce sont des mondes vraiment enclos. Et pour nous, cette question du tissage, du tressage avec l'espace urbain plus large est assez fondamentale. Là, on est sur un site pas très loin de Nantes qui avait déjà des particularités intéressantes, notamment une implantation d'un tram préexistant, etc. Donc, pour nous, ça c'est quelque chose que je ne vais pas développer ici, mais on travaille beaucoup aux conditions de mutation de ces sites. C'est-à-dire, voilà, en fonction des sites qu'on a à disposition, lequel est à mettre en avant en priorité, sur quelle échelle de temps, etc. Ça, c'est un travail fait dans les Yvelines où on proposait un pôle de loisirs rattaché à un centre commercial, et on travaillait sur toute une liaison avec un parvis de gare donc qui permettait de travailler aussi d'autres types de mobilité que ceux de la voiture. Là, on est à côté de Lille, donc ça c'est un site qui nous tient à cœur parce qu'on a plusieurs enjeux sur ce site. Là, c'est une résidence étudiante qui est directement en lien avec une grande galerie hypermarché et une zone commerciale, où l'idée c'était de venir réapporter finalement un site, le reconnecter à une forme de nature et de relation au grand paysage plus largement, parce que là on est dans un site extrêmement hostile, voilà, beaucoup de parking, très minéral. C'était un sujet qui était intéressant. Je ne sais plus si on va reparler de l'homme après. Je
Je crois pas. Du coup, il se trouve que là, effectivement, sur ce site, on a remporté un appel d'offres pour requalifier sur 120 hectares toute la zone autour de cette opération de logement que vous voyez. Et donc, en particulier, toute une zone commerciale qui occupe à peu près 50 hectares et qui a besoin de muter, effectivement, d'aller vers la mixité, retrouver de la présence de nature et faire... les réflexions que nous menons sont dans l'idée de faire vraiment un quartier de ville et pas une zone commerciale. Sortir de la zone pour aller vers le quartier. C'est un travail que nous commençons là, actuellement. Pour travailler ces sujets-là, on s'intéresse beaucoup à la question de la mixité, des espaces multi ou poly programmatiques. Et c'est quelque chose qu'on sait traiter à l'échelle de l'îlot, à l'échelle du bâtiment finalement. Donc là, c'est un exemple où on voit qu'on travaille par superposition, commerce et différents types de résidences. C'est un sujet qu'on maîtrise, c'est-à-dire dont on connaît vraiment les particularités, les différences d'échelle, les particularités au niveau réglementaire, etc. Donc, c'est pas simplement un sujet théorique qu'on pose sur la table, c'est quelque chose qu'on traite avec finesse à l'agence. Et voilà quelques exemples d'espaces commerciaux qu'on a réalisés, qui étaient donc récemment, on a livré un retail park pour MacArthur Glen, un village de marque. Dans le passé, on avait travaillé à Shanghai sur un espace lié aussi à la Cité de la Mode, merci. On a fait aussi, voilà, je te remercie. On a également, donc là vous avez 3 images au centre qui montrent des travaux d'urbanisme transitoire. Oh, pardon, il y a mes mots que je perds là. Voilà. On a fait aussi des centres commerciaux rattachés, enfin des espaces commerciaux rattachés à un hippodrome à côté de Lyon. Enfin voilà, une grande diversité de rendus de ces espaces. Plus récemment, cet été, on a travaillé sur un projet d'un pôle loisirs et activités rattaché à une zone commerciale. Et c'était un projet très intéressant parce que l'idée, c'était de recréer une sorte de petit poumon vert autour duquel allaient s'implanter tout un tas de programmes. Donc, d'abord des sortes de guinguettes, après d'autres espaces de loisirs indoor et outdoor, donc des espaces d'escalade. On avait aussi également des pump tracks, donc vous savez, c'est les espaces de VTT, enfin voilà, tout un travail de modelage aussi du site pour accueillir ces espaces de loisirs. Alors, sur la question de la fabrique de la ville sur le temps long, donc on a commencé à parler de la notion de phasage. Pour nous, c'est quelque chose qui est très important sur ces sites pour continuer à les faire vivre tout au long du projet. On sait qu'on est sur des temporalités très longues. C'est d'ailleurs pour ça que par le passé, il y a eu pas mal de projets qui ont démarré puis qui se sont arrêtés, qui ont parfois repris. Parce que voilà, on est très vite sur des temporalités, 10, 15 ans, en fait, à l'échelle de l'urbanisme, tout simplement. Donc, c'est important de continuer à faire vivre ces sites. Là, c'est un exemple où, sur le site du chantier, on proposait d'abord d'avoir des sols productifs, d'avoir des espaces de rencontre, des espaces de sport, pour le sport, etc. Et qui progressivement a été transformé. Pour nous, lorsqu'on implante ce type d'activité temporaire, c'est très important que ce soit des installations qui soient peu coûteuses et facilement recyclables sur les différents espaces et dans le temps.
Là, on reprend le projet dont on a parlé précédemment, mais sur un espace plus particulièrement d'activité, où on avait travaillé la question de la trame du bâtiment pour penser sa réversibilité. Donc ça, c'est un sujet bien sûr très actuel et sur lequel on travaille beaucoup, la question de la transformation plus largement, alors pas sur ce projet-là, mais la question de transformation de bureaux en logement, etc. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et là, on travaillait vraiment la trame pour pouvoir avoir à la fois de la petite activité, à la fois du bureau, à la fois, pourquoi pas, des espaces laboratoires, etc. Et aussi travailler les espaces communs et de rencontre de ces sites-là pour avoir finalement une place autour de laquelle on peut se retrouver, etc. Enfin, ça, c'est important. Plus spécifiquement, sur un centre commercial, pour revenir sur la question de l'adaptation, là, c'est un centre commercial qu'on a réhabilité il y a peu. Suite à notre intervention, il y a eu plus 22% de fréquentation. Donc, c'est l'un des centres sur lesquels on avait une démarche véritablement RSE, avec, pour donner quelques exemples, la totalité des gravats qu'on a utilisés sur le site qui ont été réemployés pour de la voirie. Toute une analyse qu'on a faite sur les faux plafonds pour en réutiliser la moitié. L'usage de matériaux biosourcés, le fait d'avoir des entreprises locales également. Enfin, voilà, un travail global sur ces questions-là qui était très important pour nous. Et plus généralement, Yang en a parlé tout à l'heure, on s'intéresse, de par le fait que l'agence est basée en France et en Chine, de par le fait qu'on a une agence multiculturelle, puisqu'on a plus d'une quinzaine de nationalités qui sont représentées. On travaille également beaucoup à l'international. Là, en ce moment, on a beaucoup de projets au Bénin. On a fait plus d'une trentaine de marchés actuellement. On rend aussi un centre commercial là-bas. On a beaucoup travaillé en Chine et tous ces travaux nourrissent véritablement ce qu'on fait plus globalement à l'agence, parce que ça nous permet de jongler entre les échelles, entre les différents types de problématiques et voilà, ça enrichit notre travail. Merci. Merci beaucoup, merci de votre attention. Donc, voilà, ici, on met les coordonnées. Si vous voulez nous contacter pour savoir un peu plus sur les projets, sur notre agence, n'hésitez pas. Un grand merci à vous pour votre intervention, sa qualité et les illustrations que vous nous avez présentées. Il y a quelques questions. Une première question pour Nathalie, je pense. Le fait de multiplier les espaces de rétention d'eau pluviale à l'air libre, surtout en ville, n'est-il pas un risque pour la prolifération d'espèces telles que les moustiques qui peuvent être un vrai problème? Alors, c'est une question qui arrive souvent, effectivement, cette question de crainte. Il se trouve qu'en général, quand on travaille des espaces végétalisés qui permettent à l'eau de s'infiltrer, en fait, on n'a pas de stagnation d'eau sur un temps trop long, ce qui fait qu'en fait, les moustiques n'ont pas le temps de se reproduire. Et ce qu'on voit, il y a une étude dont on parle dans le livreau qui explique qu'en général, c'est plutôt les ouvrages en béton imperméabilisés qui occasionnent ces problèmes, puisqu'effectivement, l'imperméabilisation fait que on n'a pas l'eau stagne plus longtemps et les moustiques ont le temps de se développer. Donc, la solution végétale, pour résumer, la solution végétale offre une meilleure réponse à ce problème de prolifération d'espèces invasives et non et voilà, d'espèces invasives et non désirables. Voilà, c'est ça. C'est que voilà, souvent le végétal et la réponse naturelle a un meilleur impact. Ah, on ne vous entend pas.
Pardon. J'ai une deuxième question pour vous, Nathalie. Quel apport du décret sur la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie? Alors, grand débat. Grand débat sur ce sujet, puisque effectivement, c'est un décret qui est censé donner plus de possibilités de réutiliser les eaux, plus de possibilités de réutiliser les eaux usées. Il se trouve que dans son écriture, dans sa forme d'écriture actuellement, il va plutôt à l'inverse. Donc, il y a de grands débats actuellement. J'ai participé à un colloque organisé par l'ADIVET, qui est l'association qui regroupe tous les professionnels de tout ce qui est toiture végétalisée, entre autres, et où il y avait un membre du gouvernement qui était là, qui avait participé à l'écriture, et qui a été, je dirais, pris à partie par de nombreuses personnes présentes et acteurs sur le sujet, pour lui expliquer qu'effectivement, là, le texte tel qu'il était, ne permettait pas d'améliorer ces possibilités. Donc, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est encore en travail pour améliorer la situation. On ne s'entend pas, le micro. Julie, le micro. Pardon. Une troisième question, alors peut-être plutôt pour Alexandre. Comment avez-vous réussi à embarquer les équipes et quelles équipes avez-vous embarquées pour réfléchir sur le projet de Danone? Vous parlez des équipes de la maîtrise d'ouvrage ou des équipes de la maîtrise d'œuvre? Non, des équipes de la maîtrise d'ouvrage, des collaborateurs de Danone. Ah, bon, en fait, c'était très simple. On a développé des ateliers de travail chez nous à l'agence, avec chacun des groupes des équipes venaient à l'agence présenter leurs besoins. Et on notait tout ça et on a inscrit ça dans le projet. Donc, on a rencontré les équipes une par une à l'agence, et il y a une personne chez Danone qui s'occupait de la synthèse des demandes de chacune des équipes. Parce que bien évidemment, chacun voulait plus de mètres carrés que son voisin, et il fallait bien un chef d'orchestre qui dit, bah là, c'est tant de mètres carrés par équipe. Donc, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est l'utilisateur avec qui on a travaillé directement, qui nous a fait part de ses besoins, qu'on a traduits tout simplement dans l'espace, quoi. On peut peut-être dire aussi qu'effectivement, c'était à la demande du client qui avait cette volonté de faire un bâtiment bas carbone. Oui. De ce fait, on a pu mettre en place tous les éléments pour aller dans ce sens. Oui, bien sûr. Oui, les deux grosses demandes du client, c'était bâtiment écologique, bas carbone, avec des réutilisations de matériaux recyclables. On a utilisé des faux planchers recyclés. Même la peinture est recyclée. On a utilisé les fonds de peau pour mettre en place la peinture blanche. C'est facile. Donc, c'était écologie et c'est ce que j'expliquais dans ma présentation, la concentration et la friction entre les différentes équipes, ce qui n'était pas du tout le cas dans leur bâtiment actuel. Je complète, je pense que ça rejoint aussi notre stratégie de participation avec beaucoup plus en amont pour figer ensemble leur usage, leurs besoins en termes de programmation pour figer dans le détail. Oui, ça a été passionnant comme aventure parce que rapidement, au préalable, on travaillait pour un promoteur et le promoteur prenait les demandes de l'utilisateur et nous les traduisait. Et nous, on avait affaire au promoteur. Finalement, on a travaillé directement avec l'utilisateur qui a payé. C'est un circuit plus court. Qui a payé, voilà, un circuit court. Un gain de temps. Un gain de temps. Et surtout, on était en contact, en direct avec les utilisateurs. Oui, on est plus près. Et on a fait un bâtiment sur mesure, quoi, qui ne peut pas servir à quelqu'un d'autre que Danone. S'ils veulent le vendre dans 20 ans, bah, ils le vendront à Yoplait. Mais voilà. C'est vraiment un bâtiment sur mesure, c'est pas un bâtiment. Mais pour compléter, on a aussi l'habitude de travailler avec les promoteurs comme Essor. Hein. Ah oui, bien sûr. Non, j'ai rien contre les promoteurs, c'est juste là-bas. C'est vraiment différent parce que vous travaillez pour un promoteur, le promoteur, il ne sait pas forcément à qui il va affaire comme utilisateur, donc il vous demande. On est un peu comme médiateur. Il y a la notion de réversibilité, oui. Il faut que ce soit bleu, mais il faut aussi que ce soit marron. Au cas où, là c'était bleu, c'était le bleu Danone, c'était clair, il n'y avait pas de réversibilité, il a été fait sur mesure au mètre carré près suivant leurs besoins. Moi, je il n'y a pas de souci. Et puis, on n'est pas que promoteur chez Essor, donc on est maître d'œuvre aussi, AMO, donc ça va. D'accord, parfait.
Je voudrais rajouter peut-être quelque chose aussi, c'est que à travers tous les ouvrages d'Arte Charpentier, quelle que soit la typologie des bâtiments sur lesquels ils interviennent, j'ai très souvent entendu de la part des équipes qu'il y avait une concertation avec tous les intervenants, mais également avec le voisinage, et ce qui permet finalement d'arriver à des travaux ou à des obtentions de permis sans recours, en fait. Et ça, c'est important. Ça prend peut-être du temps en amont, mais ensuite, en aval, c'est beaucoup plus bénéfique parce qu'en fait, effectivement, il n'y a pas de cette perte de temps de recours et tous ces délais très longs. Donc, les choses se font beaucoup plus vite. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Comment gérez-vous l'approche énergétique de ces sites et surtout sur les énergies renouvelables? Alors, je dirais que de toute façon, on doit se conformer à la réglementation pour tout ce qui est approche énergétique. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on est en mesure d'explorer sur Danone, en fait, on a de la toiture solaire. Oui. En fait, en deux mots, pour un industriel, il y a un peu le confort utilisateur. Donc là, sur l'opération Danone, hein, tout ce qui est besoin en énergie pour le confort, on s'est tout simplement raccordé sur une boucle de vapeur du site de Palaiseau, une sous-station. On s'est raccordé sur la sous-station pour produire le chaud pour le confort. Par contre, pour le process, pour les besoins pilotes en fluide, en énergie, en vapeur, en eau glacée, l'industriel, il veut être autonome, il ne veut pas dépendre d'un prestataire qui produit du chaud, du froid, même s'il y a plus ou moins l'obligation de se raccorder sur la boucle de chaud, de froid. Pour les besoins industriels, process, c'est assez intéressant de voir la différence. Ils ont voulu être autonomes, donc des groupes d'eau glacée liés au bâtiment, des chaudières gaz pour produire la vapeur. Donc, il y a un peu les deux systèmes. Il y a un peu le système environnemental pour globalement le bâtiment, le confort utilisateur, chaud, froid des lieux. Et pour le process, ça rigole moins et il reste un petit peu à l'ancienne, si je puis dire, avec leur production spécifique sur le site, quoi. Alors, le panneau photovoltaïque, lui, il produit du courant. Mais bon, voilà, il produit du courant pour faire des frites, quoi, mais pas trop pour le process ni pour le fonctionnement du bâtiment, vous voyez. Donc, il y a les deux. Il y a un peu la double vitesse suivant l'activité. Et actuellement, on développe aussi un programme de logement sur Colombes, où effectivement on va au-delà de la réglementation. Enfin, en tout cas, on est conforme à la réglementation 2020, mais avec l'objectif avancé sur des ambitions plus grandes. Et c'est vrai qu'aussi on a livré une tour Electis de logement à Dijon, où le principe, c'est que la façade permet de produire de l'énergie, sachant que c'est une façade qui, quand on ne sait pas qu'elle produit de l'énergie, on ne peut pas le détecter, et elle permet de faire fonctionner le bâtiment. Et ça, on l'a travaillé avec Elitis. Et il y a plus de 10 ans maintenant, on avait également livré la première tour de bureau à énergie positive à Dijon toujours. Qui était aussi pour Elitis. C'est le siège aussi avec Elitis. Ouais. Merci. Alors, je crois que j'ai vu une dernière question arriver. Pourrions-nous valoriser les eaux pluviales récupérées des ombrières de parking dotées de panneaux solaires photovoltaïques? Alors, attendez, je n'ai pas compris la... Alors, je la relis. Pourrions-nous valoriser les eaux pluviales récupérées des ombrières de parking dotées de panneaux solaires photovoltaïques? Alors là, en fait, c'est effectivement, il y a une nouvelle réglementation qui est sortie et qui est applicable depuis juillet 2023, qui impose sur les parkings, entre autres, effectivement, de mettre soit des ombrières, en fait, il y a deux pistes, soit des ombrières, soit augmenter la densité des arbres. Donc, suivant les projets, effectivement, il faut choisir l'un ou l'autre. Et à partir du moment où on met des ombrières,
On a une forme d'imposition de la végétalisation qui permet de stocker, d'abattre les eaux et après de les infiltrer. Et pour les infiltrer, il faut pouvoir avoir des espaces végétalisés à côté des ombrières. Mais là, en fait, on voit en fait aussi que sur les toitures, on peut mixer panneaux photovoltaïques et végétalisation. Tout est une histoire de proportion. Et on peut arriver à mixer ces systèmes. Mais donc nous, on est amené effectivement à travailler actuellement sur ces systèmes mixtes. Merci beaucoup. Alors, il y a un écho. On est dans le timing, je pense. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si vous pourriez nous envoyer votre présentation. Oui. Il n'y a pas de projet confidentiel, oui. Oui, c'est possible. Oui. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci pour tous ces cas qu'on fait, ces exemples très riches. On vous enverra la vidéo qu'on vient de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec Bonne journée. Plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.